Mais pour moi, c'est pas une question de est-ce qu'il est cynique ou moi je pense plutôt qu'il est réaliste en fait. Pour moi, il se dit la chose suivante, c'est-à-dire que l'union de la gauche aujourd'hui, le nouveau Front populaire, ne peut pas avoir de majorité absolue lors de ces élections législatives. Pourquoi ? Parce que arithmétiquement, c'est assez simple, c'est que pour les élections législatives passées, nous ont enseigné une chose qui est fondamentale, c'est que pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, il faut faire 40% à peu près au premier tour des législatives, à peu près entre 38 et 40%. L'exemple de Nicolas Sarkozy en 2007. En 2017, Renaissance a fait 31%. 33%, et c'est dans une configuration différente. Ils ont eu une majorité absolue extrêmement confortable. Ils étaient dans une configuration différente puisqu'ils étaient face au Rassemblement national. On peut avoir une majorité absolue. Là, a priori, selon toutes les enquêtes d'opinion, bien en dessous de 40%. On n'aura pas. La gauche, il lui manque à peu près entre 5 et 8 points pour pouvoir avoir une majorité absolue. Donc Jean-Luc Mélenchon, il part de ce postulat-là. François Hollande avait fait 39% pour avoir la majorité absolue en 2012. Donc il se dit la gauche ne peut pas être majoritaire lors de le 8 juillet. Donc qu'est-ce qu'il lui reste à jouer ? Il lui reste à jouer la question du leadership de la gauche. Le leadership de la gauche, il va se jouer sur deux leviers. Un, est-ce que Jordan Bardella est à Matignon ? Et donc effectivement, est-ce que l'union, qui est quand même l'union de la gauche, est portée contre le Rassemblement national ? Dans ces conditions-là, elle tiendra, puisque l'objectif prioritaire de l'union de la gauche, c'est effectivement de sauver des circonscriptions, mais également c'est de lutter contre le Rassemblement national. Donc face à un Rassemblement national qui a la majorité relative, ou en tout cas qui est à Matignon, ils maintiendront l'union. En revanche, par contre, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y a deux problèmes. C'est que pour l'union, le premier, c'est au niveau des cadres dirigeants. C'est-à-dire que les cadres dirigeants ne veulent pas forcément de l'union, puisque, comme vous l'avez rappelé, il y a un front anti-Mélenchon au sein de la France insoumise. Il y a également un rééquilibrage des gauches, puisque la gauche traditionnelle, la gauche de gouvernement, on va dire, a fait un bon score aux européennes avec Raphaël Glucksmann. Et la gauche radicale est un peu plus en perte de vitesse. Seulement, les électeurs de gauche, aujourd'hui, sont favorables à l'union. Et donc, Jean-Luc Mélenchon prend à témoin les électeurs de l'union de la gauche qui sont favorables à cette union-là, qui veulent justement une union la plus forte possible, parce que si l'on se met dans le cadre de la présidentielle de 2027, dans le cadre d'un premier tour sauvage, un petit peu comme on avait vu en 95 entre Édouard Balladur et Jacques Chirac, Jean-Luc Mélenchon a toutes les raisons de gagner ce premier tour et cette primaire sauvage, puisque justement, il a le peuple qui est derrière lui, le peuple de gauche. Avant qu'on poursuive, parce que vous l'avez évoqué, je voulais vous faire entendre juste une ligne différente qui n'est pas la social-démocratie molle dont on parlait tout à l'heure de François Hollande. Voilà. Mais il y a toujours eu de gauche irréconciliable depuis le congrès de Tours en 1920 où justement le Parti communiste français a fait sécession avec la SFIO. On a toujours eu de gauche irréconciliable, ça a toujours été la culture de la gauche d'avoir deux courants très forts. Et après, effectivement, mais qui s'unissent effectivement dans le cadre de programmes communs. On pense notamment au congrès d'Épinay de 71, puis ensuite après, effectivement, à la gauche plurielle de Lionel Jospin. Mais dans ces cas-là, à chaque fois, ça a été un accord de gouvernement, ça a été un programme véritablement commun qui inclut des mesures d'un petit peu tous les partis. Or là, c'est plutôt la France insoumise. Le programme du nouveau Front populaire est quand même très porté sur le programme de la NUPES, puisqu'elle a été faite très rapidement, puisque c'est normal, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de se mettre d'accord sur un certain nombre de propositions, puisque ça faisait déjà d'une part 2 ans qu'ils étaient en désaccord sur un certain nombre de sujets, et d'autre part, ils ont eu très peu de temps pour se mettre d'accord. Donc c'est normal que le programme du nouveau Front populaire soit celui de la NUPES, qui est déjà le programme très proche de la France insoumise. Surprenant, j'imagine, les autres partis qui ne s'attendaient pas à un accord aussi rapide. Je suis moyennement d'accord avec ce que vous dites, parce qu'on ne peut pas forcément attribuer telle ou telle mesure à tel ou tel parti. Ce qu'on a vu quand même, c'est au soir de la dissolution, François Ruffin appelait à ce nouveau Front populaire, et très vite, tous les leaders de la gauche disent « si on est désunis, on est mort ». Donc, un contrat de gouvernement, ça se fait un peu comme ça, en marchant. On ne peut pas dire c'est le programme de la France insoumise. C'est quand même le programme du nouveau Front populaire quand on le regarde sur les questions économiques, sur les questions sécuritaires, etc. Sur la question des déserts médicaux, c'est un programme plutôt de rupture. C'est plutôt un programme de rupture. Et c'est ce que justement te rappelle Jean-Luc Mélenchon. Et pour terminer dessus, je pense que Jean-Luc Mélenchon, contrairement à vous, je pense qu'il sait en 2022 qu'il a bénéficié surtout du vote utile notamment de la gauche modérée, qui l'a porté justement à 22%. Il sait que sans ces voix-là, il ne peut pas être aussi haut au premier tour. Donc forcément, lui, son objectif, c'est de prendre à partie les électeurs de gauche, de leur dire « moi, j'incarne l'union de la gauche sur un programme radical, vous pouvez le concéder, un programme qui est radical et qui justement doit porter des idées de gauche en rupture avec celles qu'avait portées François Hollande en 2012,
pour pouvoir justement mener un gouvernement. Mais juste un moment, la gauche, quand elle est dans l'opposition ou qu'elle cherche à conquérir le pouvoir, est toujours radicale. Même François Hollande, on l'a un peu oublié, Gilles a rappelé effectivement. Mon ennemi, c'est la finance. Voilà, mon ennemi, c'est la finance, 90% d'impôts. C'était pour bloquer. Combien 80, c'est déjà pas mal. C'était pour bloquer Jean-Luc Mélenchon. Je sais, mais bon, c'était déjà voilà. pour bloquer Jean-Luc Mélenchon. Et le programme commun, Juste un mot, moi je suis tout à fait en phase. Premier tour. Mais, si Mais est-ce qu'elle va arriver, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de triangulaires? A priori, en fonction, quand on regarde les différentes enquêtes d'opinion, quand on voit le niveau de participation qui devrait être plutôt autour de 64%, 65% éventuellement, on aurait beaucoup de triangulaires. On partirait quand même sur une centaine de triangulaires. C'est quand même beaucoup plus important. 570. Contre 9, il y a 5 ans. Exactement. Donc, ça va négocier à tout va. Ça va changer, ça change beaucoup la donne. Non, pour que la gauche arrive, moi je disais tout à l'heure que le problème de la gauche, c'est qu'elle n'est pas en capacité d'avoir une majorité absolue. Pour moi, c'est arithmétique. En revanche, pour moi, ils ont deux leviers pour pouvoir justement battre le Rassemblement national. Donc, c'est-à-dire faire en sorte que le Rassemblement national fasse le plus petit score possible. Le premier point, c'est de mobiliser dès le premier tour, parce qu'ils ont besoin d'arriver au premier tour dans un maximum de circonscriptions, dans une position avantageuse, puisque les reports de voix, comme vous l'avez signifié, les reports de voix de la droite républicaine ou même d'une partie des macronistes ne se reporteront pas forcément automatiquement sur les voix de gauche, puisqu'il y aura cette pratique du nini. Ensuite, donc ça c'est le premier élément. Le deuxième point pour mobiliser dès le premier tour, c'est de pouvoir justement, c'est la stratégie électorale. Quelle stratégie électorale vous voulez? Soit vous avez une stratégie, c'est celle justement que propose François Hollande, que propose Raphaël Glucksmann, c'est d'élargir sur le centre et de profiter d'un affaissement du bloc central pour pouvoir récupérer des électeurs qui seraient des déçus du macronisme plutôt de gauche. Et puis il y a la stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui a fonctionné en 2022, c'est de faire voter des abstentionnistes, donc faire venir une nouvelle partie du corps électoral vis-à-vis des personnes, vis-à-vis justement des partis de gauche, et donc de permettre de faire voter les gens, notamment dans les quartiers, les territoires populaires. C'est ça qui fonctionne. Et c'est ça qui a fonctionné pour Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'on peut dire d'ailleurs, c'est que cette réserve de voix, parce qu'on attendait, il va y avoir 10% de participation supplémentaire par rapport à ce qu'on disait, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de le mesurer en fait? C'est-à-dire quelle part va aller au Rassemblement national, quelle part va aller à la gauche? En tout cas, c'est un petit peu. Alors, ce qu'on sait. Triangulaire. A priori, en fonction, quand on regarde les différentes enquêtes d'opinion, quand on voit le niveau de participation qui devrait être plutôt autour de 64%, 65% éventuellement, on aurait beaucoup de triangulaires. On partirait quand même sur une centaine de triangulaires. C'est quand même beaucoup plus important. 570. Contre 9, il y a 5 ans. Exactement. Donc, ça va négocier à tout va. Ça va changer, ça change beaucoup la donne. Non, pour que la gauche arrive, moi je disais tout à l'heure que le problème de la gauche, c'est qu'elle n'est pas en capacité d'avoir une majorité absolue. Pour moi, c'est arithmétique. En revanche, pour moi, ils ont deux leviers pour pouvoir justement battre le Rassemblement national. Donc, c'est-à-dire faire en sorte que le Rassemblement national fasse le plus petit score possible. Le premier point, c'est de mobiliser dès le premier tour, parce qu'ils ont besoin d'arriver au premier tour dans un maximum de circonscriptions, dans une position avantageuse, puisque les reports de voix, comme vous l'avez signifié, les reports de voix de la droite républicaine ou même d'une partie des macronistes ne se reporteront pas forcément automatiquement sur les voix de gauche, puisqu'il y aura cette pratique du nini. Ensuite, donc ça c'est le premier élément. Le deuxième point pour mobiliser dès le premier tour, c'est de pouvoir justement, c'est la stratégie électorale. Quelle stratégie électorale vous voulez? Soit vous avez une stratégie, c'est celle justement que propose François Hollande, que propose Raphaël Glucksmann, c'est d'élargir sur le centre et de profiter d'un affaissement du bloc central pour pouvoir récupérer des électeurs qui seraient des déçus du macronisme plutôt de gauche. Et puis il y a la stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui a fonctionné en 2022, c'est de faire voter des abstentionnistes, donc faire venir une nouvelle partie du corps électoral vis-à-vis des personnes, vis-à-vis justement des partis de gauche, et donc de permettre de faire voter les gens, notamment dans les quartiers, les territoires populaires. C'est ça qui fonctionne. Et c'est ça qui a fonctionné pour Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'on peut dire d'ailleurs, c'est que... On a l'impression que les médias sont littéralement obsédés par Mélenchon. C'est aussi parce que la stratégie de la France insoumise, c'est de porter justement une ligne plutôt de rupture et une ligne justement de faire augmenter les décibels à l'Assemblée nationale pour qu'ensuite, après, il y ait un écho médiatique pour pouvoir toucher des Français qui, aujourd'hui, se sont désintéressés de la vie politique. Donc, pour répondre à cette question-là, je pense qu'effectivement, les médias s'intéressent à Jean-Luc Mélenchon parce que, justement, la volonté de la France insoumise, c'est de pouvoir, justement, peser dans le débat public et d'être un peu le miroir de ce que peut faire le Rassemblement national aussi à droite, c'est justement de pouvoir reconstituer un bloc de gauche radical contre un bloc de droite national. Vous vous rappelez
d'un point de vue purement personnel. Ils ne s'aiment pas vraiment profondément. Et pour prolonger votre point aussi, Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui, justement, raisonne de manière totalitaire dans son propre parti. Parce qu'en fait, en 2008, quand il fait la scission avec le Parti socialiste, c'était après un mouvement de démocratie interne où les électeurs socialistes avaient porté la ligne de Ségolène Royal, on s'en rappelle, une ligne plutôt social-démocrate, à la tête du Parti socialiste. Jean-Luc Mélenchon estimait qu'il ne pouvait pas être, comme il n'est pas d'accord avec cette ligne-là, il ne pouvait pas rester dans le parti. Donc il a fondé son propre parti. C'est pour cela que depuis qu'il a fondé le Front de gauche, qui est devenu ensuite après la France insoumise, il ne tolère pas qu'il y ait des lignes différentes au sein de son propre parti, parce que pour lui, soit on est tous derrière le même candidat, le même leader, et on est tous derrière le même parti, et on adopte la même ligne politique, soit on s'exclut du parti et on fonde son propre parti. Et c'est pour ça justement qu'il invite d'une certaine façon Alexis Corbière, Clémentine Autain à fonder leur propre parti, si par cas ils ne sont pas d'accord avec la ligne de la France insoumise. Alors on y reviendra. Il y a beaucoup de téléspectateurs également qui prennent la défense de Jean-Luc Mélenchon sur ma tablette. À l'instant, Amdou qui vous écoute, Mélenchon s'est fait tout seul, dit-il, il n'a pas eu besoin de François Hollande ou de Glucksmann. Quasi nul. Hein. Je pense que l'impact est nul parce qu'en fait. Est-ce qu'on les met d'ailleurs tous sur le même pied? Peut-être pas. Je pense qu'il y a une différence comme avec François Ruffin peut-être qui a une ligne différente. En fait, le problème que ces personnes-là ont en fait, c'est que la figure de Jean-Luc Mélenchon est incontestée à gauche, comme je le disais, par rapport au fait qu'il ait fait 22% à l'élection présidentielle et qu'il ait été le seul justement capable de construire des alliances, à élargir, on va dire, le bloc électoral de la gauche radicale vers justement en faisant sorte que la gauche modérée fasse vote utile pour lui au premier tour. La difficulté, par contre, qu'a Jean-Luc Mélenchon, je pense, c'est que par rapport à cela, c'est qu'en fait, le point névralgique, on va dire, de la vie politique est devenu le Parlement. Donc, en fait, les prochains leaders politiques vont venir de l'Assemblée, puisqu'on a une Parlement. Se présenter. Et lui-même ne sera pas à l'Assemblée nationale. Donc, effectivement, les personnes qui viennent de la gauche, on va dire des personnes comme François Ruffin, comme Clémentine Autain, avec l'Assemblée nationale, avec les projecteurs qui seront braqués à l'Assemblée nationale, pourront effectivement avoir une tribune politique et pourront un peu plus émerger. Mais par contre, eux-mêmes ont une difficulté à émerger d'un point de vue politique. C'est pour ça que je pose la question du niveau sur chacun, puisque Corbière-Garrido, qui passe pour des rebelles, on va simplifier ça, c'est pas du tout le même profil qu'une Clémentine Autain ou un François Ruffin. Ruffin a un profil un peu différent parce que lui, effectivement, il est élu d'une terre très ouvrière, de petits blancs, comme on dit, et n'a pas tout à fait le même